fait qu'il existe des œuvres d'art indiscernables les unes des autres, du moins pour la vue ou l'ouïe, a été rendu manifeste par la série des carrés rouges décrits plus haut. Mais je crois que la possibilité en a été découverte d'abord en relation avec des œuvres littéraires. C'est à Borges que revient la gloire de l'avoir révélé dans son œuvre magistrale, Pierre Ménard, auteur du Quichotte. Il y décrit deux fragments d'œuvres. Le premier est une partie du Don Quichotte de Cervantes, alors que le second, tout en étant identique au premier sur le plan graphique, à tel point qu'on pourrait le prendre pour sa copie, est due non pas à Cervantes, mais à Pierre Ménard. La question de l'identité des œuvres d'art est liée à un problème métaphysique bien connu. Afin de le faire ressortir plus clairement, considérons la relation entre un poème et ses différentes copies imprimées. Le poème est-il identique à ses copies ou possède-t-il une identité spécifique? On peut par exemple brûler un exemplaire d'un livre contenant un certain poème, mais il est douteux qu'en agissant ainsi on ait brûlé le poème, car détruire la page sur laquelle il est imprimé n'équivaut pas à détruire le poème. Pour autant, bien qu'il existe encore sous la forme d'autres copies, il ne peut pas non plus être tout simplement identifié à celle-ci pour la même raison qui fait qu'on ne peut l'identifier aux pages qui viennent d'être brûlées. D'où l'idée que la relation qui existe entre le poème et la classe de ses copies est plus ou moins du même ordre que celle qui lie les formes platoniciennes à leurs instanciations. Platon était d'avis que la destruction des instanciations n'affecte pas la forme correspondante. Les formes sont logiquement indestructibles parce qu'éternelles. À la suite d'un raisonnement analogue, le poème apparaît comme logiquement incombustible. De nombreux poètes et philosophes ont ainsi pensé que le lien entre les œuvres d'art et leur incarnation matérielle est très ténu. On trouve une illustration de cette attitude dans la manière dont Roquentin, vers la fin de la nausée de Sartre, projette de rendre à sa vie l'authenticité qui lui fait défaut en créant une œuvre d'art, un roman en l'occurrence, parce qu'il pense que les œuvres d'art échappent aux contingences radicales de l'existence et qu'elles se situent dans un domaine très particulier qui s'élève au-dessus de la vie ordinaire. En écoutant le disque d'une chanson plutôt légère intitulée One of These Days, il note que le disque est rayé, mais non pas la chanson. Elle existe indépendamment des innombrables écoutes de ce disque ou de disques similaires, et contrairement aux enregistrements, elle ne s'use pas. Voilà pourquoi l'auteur de la chanson, tout comme son interprète, sont pour ainsi dire sauvés. Une opinion communément reçue concernant les œuvres d'art dit à peu près ceci. Il est possible de lancer une tomate mûre sur l'acteur jouant Hamlet, mais on ne peut pas atteindre Hamlet lui-même. Et si le public trouve le fait de lancer une tomate aussi comique que l'avait espéré celui qui l'a lancée, il rira du malheureux acteur et non pas d'Hamlet, à qui cette attaque ne saurait porter atteinte. Seules des attaques comparables à celles de Laërte peuvent l'atteindre. Yeats, de son côté, espère pouvoir échapper à l'inconstance de la nature en se transformant en œuvre d'art. Sorti de la nature à rien de naturel. Contre je n'emprunterai plus la forme de mon corps. Il établit exactement la même opposition que Roquentin entre le monde grouillant et sexualité des flux et reflux de la vie et le royaume immuable de l'art. Keats brode sur le même thème dans son poème Ode à un vase grec, où il parle des mélodies inaudibles, c'est-à-dire entendues uniquement par la jeune fille et son amant, et de la fiancée éternellement intouchée. L'éloge de l'art par Schopenhauer est de la même veine, puisqu'il y voit une fuite pour échapper aux injonctions de la volonté vers le royaume des formes dont le caractère d'intangibilité ontologique n'est guère différent de celui de leur équivalent platonicien. Ainsi, exprimant son admiration, il affirme l'art, l'œuvre du génie, reproduit les idées éternelles qu'il a conçues par le moyen de la contemplation pure, c'est-à-dire l'essentiel et le permanent de tous les phénomènes du monde. Par une ironie du sort, toutes ces théories élogieuses attribuent aux œuvres d'art exactement les mêmes qualités glorieuses que Platon leur avait reproché de ne pas posséder, contrairement aux formes. Mais pour le moment, je ferai simplement remarquer que la relation qui lie la chanson à ses enregistrements existe aussi entre le bulletin météorologique et ses enregistrements,
qu'une fausse dent fabriquée par un orfèvre grec et du simple fait qu'il s'agit d'une fausse dent, tout aussi peu un objet naturel que n'importe quel produit de son savoir-faire. Enfin, que le problème soulevé par le poème et ses copies pourrait se poser aussi bien en relation avec une brochure du ministère de l'Agriculture concernant la manière de déterminer le sexe des poussins. Tu peux bien brûler une de ces damnées brochures, dirait un fermier du Vermont, mais impossible de brûler le rapport lui-même. Il se peut d'ailleurs que tout cela nous ramène à la question controversée du statut des propriétés et des universaux. Quoi qu'il en soit, il est indéniable que les deux œuvres identifiées par Borges sont capables de générer deux classes de copies indiscernables. Celle des copies de l'œuvre de Cervantes et celle des copies de l'œuvre de Ménard. Il s'agirait donc de copies de deux œuvres profondément différentes, quand bien même il serait très facile de prendre une copie de l'œuvre de Cervantes pour une copie de celle de Ménard. Deux copies de l'ouvrage de l'Espagnol sont des reproductions de la même œuvre, et il n'en est de même pour deux copies de l'œuvre du Français, mais une copie de Cervantes et une de Ménard reproduisent chacune un ouvrage différent, bien que graphiquement elles soient aussi semblables que le sont deux copies du même ouvrage. Qu'est-ce qui en fait alors des copies de deux œuvres différentes? D'après Leibniz, deux choses qui possèdent exactement les mêmes propriétés sont identiques. Pour toute propriété F, A est identique à B. Si chaque fois que A est F, B aussi est F. Donc si les œuvres en question possèdent exactement les mêmes propriétés, elles sont identiques. Or, Borges montre qu'en fait, ce n'est pas le cas. Les seules propriétés qu'elles ont en commun sont celles qui peuvent être identifiées visuellement. Tant pis pour les propriétés visuelles, on ne saurait se fier à elles pour identifier une œuvre d'art. L'effet philosophique de l'exemple de Borges, c'est de nous amener à détourner les yeux de la surface des choses et de nous demander ce qui fait la différence entre des œuvres distinctes, si ce n'est les propriétés de surface. Borges nous apprend que le Quichotte de Ménard est infiniment plus subtil que celui de Cervantes, et que ce dernier est infiniment plus grossier que sa réplique moderne, bien que n'importe quel mot de la version de Ménard puisse être retrouvé à l'endroit exactement correspondant, dans celle de Cervantes. Ce dernier oppose aux fictions chevaleresques la pauvre réalité provinciale de son pays. Ménard, pour sa part, choisit comme réalité le pays de Carmen pendant le siècle de Lepante et de Lope de Vega. Il s'agit bien sûr de deux descriptions du même endroit et de la même époque, mais la manière de s'y référer appartient à des époques différentes. Il y aurait été inconcevable pour Cervantes de parler de l'Espagne comme du pays de Carmen, la jeune Sévillane étant un personnage littéraire du XIXe siècle, familier bien entendu à Ménard. A l'inverse, l'expression « la pauvre réalité provinciale de son pays » ne saurait s'appliquer au livre de Ménard, puisque le pays ainsi désigné est l'Espagne, alors que Ménard était un Français. Par ailleurs, il aurait été ridicule de la part de Ménard de s'opposer aux fictions chevaleresques, puisque ce genre littéraire avait été détruit depuis longtemps, par Cervantes précisément. Et si Ménard a peut-être voulu se référer indirectement à Salammbô comme exemple de fiction historique, on ne saurait prêter la même intention à Cervantes, qui, ne l'oublions pas, était un contemporain de Shakespeare. Le contraste entre les deux styles est également vif, écrit Borges. Le style archaïsant de Ménard, tout compte fait étranger, pêche par quelque affectation. Il n'en est pas de même pour son précurseur qui manie avec aisance l'espagnol courant de son époque. Si Ménard avait vécu assez longtemps pour achever son Quichotte, il aurait été obligé d'inventer un personnage de plus que ce créé par l'imagination de Cervantes, à savoir celui de l'auteur du fragment autobiographique, ce titre étant approprié uniquement dans le cas de Ménard. Et ainsi de suite. Il ne suffit pas de faire remarquer que les deux livres ont été écrits à des époques différentes, par deux auteurs n'appartenant pas à la même nation, et poursuivant chacun des intentions littéraires distinctes. Il ne s'agit pas là de faits extérieurs, puisqu'ils permettent de caractériser les deux livres et de les différencier malgré leur identité graphique. Les œuvres sont donc constituées en partie par leur localisation spécifique à l'intérieur de l'histoire de la littérature, ainsi que par les relations qu'elles entretiennent avec leurs auteurs respectifs. Comme les critiques en général ne prennent pas en considération ce genre de facteurs et nous enjoignent de concentrer notre attention sur l'œuvre elle-même, la contribution de Borges à l'ontologie de l'art est vraiment prodigieuse. On ne saurait dissocier ces facteurs de l'œuvre, puisqu'ils pénètrent son essence même.
Ainsi, malgré leur identité graphique, les deux ouvrages sont radicalement différents. Et on peut se demander comment les réquisitoires contre la prétendue illusion de l'intention peuvent survivre à l'exploit de Ménard. Examinons un instant la relation qui lie les deux œuvres, sans tenir compte du fait qu'elles sont visuellement indiscernables. En premier lieu, et contrairement à ce que nous avons constaté concernant d'autres séries de Carrés rouges, dont chacun peut très bien être une création indépendante dans la mesure où l'auteur de l'état d'âme de Kegehart pouvait ne pas connaître, par exemple, la traversée de la mer Rouge par les Hébreux, les ressemblances extérieures entre les deux œuvres étant dues alors à une simple coïncidence. L'œuvre de Ménard n'est pas un miracle du hasard. La préexistence du Don Quichotte de Cervantes entre pour une part dans son explication. De plus, Ménard a conscience de son prédécesseur comme prédécesseur. Son cas est donc différent de celui de Rodin, qui découvrit qu'une de ces ombres de la porte de l'enfer était la réplique exacte, quoique ayant subi une rotation de 90 degrés, de la figure d'Adam telle qu'on peut la voir sur le plafond de la chapelle Sixtine. Figure que Rodin avait admirée et prise en croquis 40 années plus tôt, lors d'un pèlerinage artistique en Italie. Ménard, lui, ne découvrit pas ce qu'il avait écrit correspondait mot pour mot, que ce qu'il avait écrit correspondait mot pour mot au livre de Cervantes. Il voulait au contraire recréer une œuvre qui lui était déjà familière. Et de fait, il a créé une œuvre, son œuvre. Il ne s'agit donc pas d'une copie, étant entendu que le premier fou venu pourrait copier le livre de Cervantes. La copie ainsi obtenue n'aurait d'autre valeur littéraire que celle de l'original. Le savoir-faire nécessaire serait le même que celui requis pour la reduplication et le copiste ne serait qu'un mécanisme de reproduction pareil à une machine Xerox. Il n'aurait pas besoin du moindre don d'écriture, alors que Ménard a réussi un exploit littéraire tout à fait étonnant. Vouloir contrefaire une œuvre aussi célèbre serait faire preuve du même genre de jobardise que si vous vouliez convaincre le duc de Wellington que c'est vous le duc de Wellington. Ce serait un fiasco. L'œuvre de Ménard exige des lecteurs assez subtils pour se rendre compte qu'elle se situe par rapport à une réalité qui inclut déjà l'existence du roman de Cervantes comme une caractéristique historique, de telle sorte que la référence à l'œuvre de l'Espagnol fait partie du propos de l'ouvrage de Ménard. Son œuvre n'est pas non plus une citation de l'original. Il faut noter qu'il existe une différence entre une copie et une situation, dans la mesure où, comme je l'ai déjà indiqué, la copie ne fait que remplacer l'original et hérite donc de sa structure et de sa relation au monde. Lorsque plusieurs personnes reçoivent des copies de la même lettre, c'est en fait la même lettre qu'elles reçoivent et tous entretiennent la même relation aux informations qu'elle contient. Mais si l'une d'entre elles, dans une lettre à elle, la cite, ce passage n'est pas une copie puisqu'il dénote la lettre citée plutôt que ce que la lettre citée elle-même dénote. Elle possède donc un sujet et partant un sens différent. C'est une vérité généralement reconnue, que les citations ne possèdent pas réellement les propriétés possédées par ce qui est cité. Elles montrent quelque chose qui possède ces propriétés, sans elles-mêmes les posséder. Une citation ne saurait être brillante, profonde, spirituelle ou judicieuse, ou si tel est le cas, ses qualités sont liées aux circonstances de la citation et non pas au passage cité. Il existe même des théories de la citation qui soutiennent qu'elles n'ont aucune structure sémantique, qu'elles se bornent à exposer ce qui est contenu dans l'espace délimité par les guillemets, nommant, pour ainsi dire, le passage cité. Or, un nom n'a pas de structure propre, ou s'il en possède une, elle est différente de celle de l'objet dénommé. En tout cas, si Ménard avait cité le Don Quichotte, son livre se rapporterait uniquement au livre de Cervantes, et non pas au pays de Carmen pendant le siècle de Lepante et de Lope de Vega. En outre, il n'est pas non plus facile d'assimiler son livre à une imitation, du moins aussi longtemps que nous acceptons l'implication d'après laquelle un X d'imitation n'est pas un X. Cervantes a eu ses imitateurs et ses épigones, auxquels il a répondu avec fureur et tristesse dans la deuxième partie de son chef-d'œuvre, mais il est certain que Ménard n'aurait pas pu être visé par ces attaques. Son livre n'est pas un Quichotte d'imitation, c'est un Quichotte réel, mais c'est celui de Ménard plutôt que celui de Cervantes. Au fond, c'est une œuvre d'une originalité telle qu'elle n'a pas sans doute de précédent dans toute l'histoire de la littérature. Qui, avant Ménard, aurait eu l'audace d'essayer de recréer à partir de sa propre impulsion créatrice une œuvre issue d'une impulsion si différente, datant d'une toute autre époque,
né de l'imagination d'un artiste si dissemblable et d'une certaine façon tellement moins raffiné. Un autre des littérateurs fous de Borges, il le présente dans les chroniques de Burtos Domecq, vaut la peine d'être mentionné. Il a appliqué et généralisé un principe que Borges appelle l'ampliation d'unité. Il s'agit plus ou moins de ceci. Eliot a pris des vers entiers chez d'autres poètes et les a incorporés à ses propres œuvres. Pande, de même, a emprunté d'importants passages à Homère pour les intégrer au Cantos. Le personnage inventé par Borges franchit un pas de plus puisqu'il reprend en son compte des œuvres entières telles Capitaine Courageux et Huckleberry Finn. Bien sûr, on peut se demander à laquelle de ces œuvres il a incorporé ses livres. Je pense que tout ce qui resterait de son Huckleberry Finn, après avoir retranché Huckleberry Finn, ce serait simplement le principe d'ampliation lui-même. Ces dons ne limitent en fait à un pouvoir de sélection. Il s'est borné à reprendre des œuvres entières à son compte, alors que Ménard, lui, a écrit une œuvre inédite. Et la différence d'échelle est rendue manifeste par le fait que Ménard n'a pas pu aller au-delà d'un fragment. Enfin, je pense qu'on ne peut pas non plus considérer l'œuvre de Ménard comme une répétition de celle de Cervantes. La simple ressemblance des deux œuvres ne signifie en effet pas que l'une répète l'autre. Le peintre David Burliuk m'a dit un jour qu'il peignait ce qu'il aimait, son épouse, ses amis, la partie de Long Island qu'il habitait. Il aimait aussi des tableaux, et entre autres la marchande de crevettes de Hog Art, qu'il a peint plusieurs fois. Ces peintures représentent le tableau de Hog Art de la même manière que d'autres représentent certains aspects de Hampton Bays. Supposons maintenant que Burliuk ait aimé un de ses propres tableaux autant qu'il aimait la marchande de crevettes, et qu'il ait peint par exemple son propre portrait de Leda Berryman. Ceci dans le même esprit que celui dans lequel il a peint le tableau de Hog Art. Il aimait certainement Leda, puisqu'il a peint son portrait, et il n'aimait pas moins ce portrait puisqu'il en a fait également un tableau. Mais on pourrait difficilement dire qu'il se répétait, puisque la première peinture est en fait le sujet de la deuxième. Son inspiration ne serait donc pas tarie. On ne peut pas non plus dire qu'il se copiait. Une copie se juge après son degré de fidélité. Or, si on avait critiqué un de ces tableaux représentant une peinture pour son manque de fidélité, Burliuk aurait ri. En effet, la question du manque de fidélité ne peut pas se poser pour un tableau qui ne veut pas être une copie. En fait, la question du degré d'inadéquation ou d'adéquation est non pertinente. La situation serait donc inchangée si le tableau qui a pour sujet portrait de Leda était semblable jusque dans le plus petit détail à celui-ci. Il faut être très prudent avant d'affirmer qu'un artiste se répète ou en répète un autre. Schumann affirmait que le thème de son ultime composition lui avait été dicté par des anges pendant son sommeil. En réalité, point d'interrogation, il s'agissait du mouvement lent de son concerto pour violon qu'il venait de publier. S'agit-il vraiment d'un hasard si Schumann, au moment de son Zusammenbruch, travaillait à un livre de citations? Effondrement. De même, d'après Marie-Anne Cabs, le dernier poème à Yuki de Robert Desnos, « J'ai tant rêvé de toi que tu perds ta réalité » n'est qu'une retraduction française d'une traduction tchèque approximative et tronquée de son célèbre poème plus ancien adressé à l'actrice française Yvonne Georges. Mais est-ce que cela signifie que Desnos était en proie au délire lorsqu'au moment de mourir, il adressa ce poème à Yuki, soit qu'il en prit pour Yvonne Georges, soit qu'il a pris pour Yvonne Georges, soit qu'il pensa qu'il s'agissait d'un nouveau poème, ou était-ce réellement une création nouvelle comme le livre de Ménard était un roman inédit? Si j'évoque Schumann et Desnos de concert avec Burliuk, c'est notamment pour montrer que le problème transcende les différences entre art